Un acte isolé d'un militaire congolais qui a ouvert le feu sur la garde frontière rwandaise. Mort, son corps est réclamé par une foule spontanée à la petite barrière. Un événement qui illustre l'état d'esprit de Congolais face à l'agression rwandaise. À Bunagana, les forces rwandaises prennent en otage des enfants et en font leur bouclier humain. Ces images qui glacent les consciences sont à suivre dans ce journal. La subvention de carburant produit des effets bénéfiques pour la population, pouvoir d'achat préservé et coût des transports maintenus. Les populations quinoises saluent cette façon de faire du gouvernement de la République par le truchement du ministère de l'économie nationale et vous les entendez dans ce journal. Et comme tous les vendredis, le Conseil des ministres s'est réuni sous la direction du chef de l'État. Des décisions importantes sont attendues. Le compte rendu, si pas dans ce journal, vous le suivrez avec le ministre de la Communication et des Médias après. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus dans l'est de la RDC. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. L'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, sujet au cœur des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu hier avec une forte délégation de l'Union européenne conduite par Mayo Kolich, chef du département Afrique centrale au service européen d'actions extérieures, rencontre à laquelle a pris part Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne, Kibambe Somoïsa. C'est au terme d'une mission d'une semaine à Kinshasa que Mme Ode Mayo Kolich, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure, à la tête d'une délégation pluridisciplinaire travaillant dans les différentes institutions de l'Union européenne, est venue rencontrer le président de la République à la Cité de l'Union africaine, conduite auprès du chef de l'État par l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Châtaignier. La délégation est venue se mettre à l'écoute de la situation de sécurité dans l'est du pays. Une visite avec une équipe pluridisciplinaire de collègues qui travaillent dans les institutions de l'Union européenne à Bruxelles, mandatés par les 27 pays membres de l'Union européenne pour envisager, écouter, savoir ce qui se passe dans l'est de la RDC, pour envisager comment l'Union européenne peut renforcer son engagement pour aider à la stabilisation. C'est une mission qui a coïncidé avec les événements récents. Elle était prévue avant ces événements, car on sait qu'à l'est de la RDC, il y a des facteurs et des raisons racines à la déstabilisation. Et nous voulons essayer de trouver des moyens d'accompagner le gouvernement congolais pour essayer de stabiliser la région. Le chef de l'État nous a extrêmement bien accueillis. Il est très ouvert à toutes les propositions et suggestions que nous pouvons faire. Il reconnaît que l'Union européenne a un rôle important à jouer dans le pays, qu'elle le joue déjà. L'Union européenne compte accompagner la République démocratique du Congo. Elle appuie toutes les initiatives régionales pour trouver une médiation aux récents événements dans l'est de la RDC, a renchéri Mayo Kolich, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure. Les ambassadeurs des pays membres de la SADC et de la CIRGEL ont été informés de la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression rwandaise. Christophe Lutundula leur demande de transmettre son message à leurs gouvernements respectifs. Doris Mozo et Henri Amoury. Reportage. La voix du Congo doit être entendue. Le front diplomatique s'est poursuivi aux affaires étrangères. Ce vendredi tôt le matin, les ambassadeurs des pays membres des organisations sous-régionales ont été reçus par le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Pala. Il s'agit de la SADC, la CIRGEL sans être exhaustif. Le message du gouvernement congolais est clair et doit être transmis à chacun des pays ici représentés. Respecter les accords de Nairobi, soutenir le président Uhuru Kenyatta pour faire aboutir le processus de Malabo et le président Joao Lourenço afin qu'il enlève les pines que le Rwanda vient de planter dans le processus. Que les institutions africaines incitent tous les pays de la région de Grand Lac à s'inscrire dans la dynamique de la paix. Tous les partenaires traditionnels de l'Afrique soutiennent ce processus. Il y a quelques exigences. Exigences dans le sens de conditions qui permettent le vrai dialogue. C'est d'abord que le Rwanda se retire, que le fameux M23 dégage
les localités occupées depuis qu'avec le Rwanda, ils ont déclenché ces attaques militaires. Vous comprendrez facilement cette exigence, elle a une importance diplomatique, humanitaire et militaire. Le doyen des ambassadeurs a remercié le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu Lapala, pour cette invitation et lui a promis la transmission directe et fidèle de cette communication à leurs pays respectifs. Nous avons retenu le message, nous allons fidèlement répercuter ce message. Nous apprécions la RDC et par la politique que le président Tshisekedi a présentée depuis son arrivée au pouvoir dans ses relations avec ses partenaires étrangers, en commençant par ses voisins. Cela dénote une politique de paix et rien que de recherche de la paix. Parce que nous sommes tous des pays en voie de développement. Et qui dit développement doit d'abord penser à la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut rien développer. Si toute guerre finit toujours par la négociation, il est judicieux de commencer par là pour éviter la guerre. C'est une scène inhabituelle qui s'est produite ce matin à la petite barrière à Goma. Un militaire congolais a ouvert le feu sur des policiers rwandais à partir de la zone neutre. Selon les témoins, deux policiers rwandais auraient trouvé la mort et d'autres blessés. Le militaire congolais serait tué par une balle de réplique. Son corps a été accueilli en triomphe dans la ville de Goma. Regardez. Un retour en triomphe. Une haie d'honneur pour accompagner le retour du cadavre de celui que tout Goma prend pour un héros. Son corps sans vie serait dans l'un des véhicules, des cris dans la foule pour saluer son acte de bravoure. Tout a commencé ce vendredi 17 juin à la frontière RDC-Rwanda, lorsque, selon les témoignages, un militaire congolais a ouvert le feu à partir de la zone neutre en direction du Rwanda. Il aurait tué 2 policiers rwandais et fait des blessés. La tension est montée d'un cran à la petite barrière. Les habitants de Goma prêts à briser la barrière pour récupérer le corps du digne fils congolais. Après des négociations, le corps du militaire FARDC abattu a été remis à la RDC à travers le mécanisme approprié. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que les heures pour l'ouverture de la fermeture des frontières entre la RDC et le Rwanda ont été revues. Elles s'ouvrent désormais de 6h à 15h et non à 20h comme des coutumes jusqu'à nouvel ordre. C'est une violation du droit de la guerre des enfants présentés comme population alors qu'ils servent de bouclier humain aux terroristes qui infestent la cité de Bunagana. Un récit de Edith Chala. C'est une cité fantôme, filmée par les Rwandais eux-mêmes, depuis la montagne qui surplombe Bunagana. La population craignant la barbarie meurtrière s'est mise à l'abri. Pour se protéger contre la puissance des feux des FARDC, ces terroristes utilisent une stratégie vieille comme le monde, le bouclier humain. Les enfants qui devaient être à l'école sont ici contraints à assurer par leur présence la survie de ces Rwandais. Les organisations de défense des droits de l'homme, spécialement des enfants, l'UNICEF, ne doivent pas passer sous silence ces crimes de guerre exhibés avec fierté par ces forces nées. La géographie de Bunagana piège la cité. Kunda Batouare, recherché depuis par la justice congolaise, s'éterre tranquillement au Rwanda. Makenga, Tanganda sont venus ici il y a déjà quelques années pour terroriser les Congolais de cette partie du pays. Les FARDC qui marchent sur les œufs car devant foudroyer ces terroristes et épargner en même temps les populations, imaginent la meilleure stratégie pour ne plus donner l'occasion à ces Rwandais de venir encore une fois de plus sur cette terre congolaise. De Bunagana à Goma, l'époque d'une danse libre dans les forêts congolaises est révolue. Qui s'y aventure
subit la loi de la force. Les FARDC au front, toute la nation congolaise avec, afin de combattre l'ennemi. Les musiciens congolais ne sont pas restés de marbre. Fibre patriotique oblige ceux du clan Wenge Musique ABCBG 4x4 tout terrain qui préparent leur concert historique pour le 30 juin 2022 ont manifesté leur soutien au FARDC. Et Pierre Ndolo Demazou. Le pays est en danger. Les Congolais se mobilisent comme un seul homme pour soutenir les forces armées congolaises qui se sacrifient au prix de leur vie pour préserver l'intégrité du territoire national. Au nombre de ces compatriotes congolais décidés à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a les artistes musiciens de Wenge Musica qui ont décidé, en concert avec leurs producteurs, de consacrer une partie de l'argent du concert du 30 juin pour aider les femmes violées de l'Est et les forces armées de la République démocratique du Congo. JB Piana et Ngiamawi Rasson parlent de ce soutien. Un exemple à suivre pour permettre au FARDC de bouter hors du territoire national les ennemis rwandais. Même en Ukraine, guerre est mais l'équipe nationale n'a pas été balayée. C'est un problème national qui concerne tout un peuple. Le producteur a décidé de secourir nos forces armées. Une partie de l'argent du concert leur sera acheminée. Tout Congolais doit en être conscient. Lelo te dit que mboka na soutien un problème, ntako boya ngwazati, toza attaqué bat bazo kufa. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Les hommes et les femmes meurent chaque jour qui passe. Nous devons nous lever et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. La paix doit régner dans le pays. Sans la paix, il n'y a pas de musique. Il y a un peu de la paix, de la paix qui n'est pas là. Pour ceux qui pèsent, moi, ce bêta musique, moi, sans la paix, il n'y a pas de musique. Notre contribution est plus qu'importante. Wenge Musica 4x4, bon chic, bon genre, nous sommes derrière les FARDC. Surtout, le but de soutenir FARDC. Tout média qui oserait diffuser des messages incitant à la violence et à la haine tribale pendant ce temps de l'agression rwandaise sur le sol congolais sera sévèrement sanctionné. Mise en garde lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CISAC lors de sa 90e session ordinaire. Bobo Mokondi et Siande Maka. Quel comportement doit adopter un journaliste pendant cette période d'agression de l'Est et de la République démocratique du Congo? Comment doivent se comporter les maisons et agents de presse durant cette période trouble? Voilà autant de questions auxquelles les chevaliers de la plume et du micro doivent tenir compte. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, s'appuyant du rapport du Centre de monitoring des médias congolais et des réactions de l'opinion publique sur certains contenus médiatiques constituant des incitations à la violence, à la haine tribale, mais aussi des facteurs de mobilisation des forces armées congolaises. Eu égard, les membres de l'Assemblée plénière, après débat et délibération, ont adressé une série de recommandations aux médias allant dans le sens de promouvoir la cohésion et l'unité nationale, qu'ils vont veiller à sa stricte applicabilité sous peine des sanctions. De s'interdire pendant cette période de programmer des émissions à téléphone ouvert concernant la situation de la guerre dans l'Est du pays. Aux professionnels des médias de respecter scrupuleusement les textes légaux et réglementaires, aux acteurs politiques et sociaux, de s'interdire de porter atteinte aux intérêts de la sécurité de l'État et aux secrets de la défense nationale. Aux membres de l'Assemblée plénière de lancer un appel aux acteurs politiques et sociaux d'éviter tout discours ou incitation propagandiste contre les institutions légalement établies et contre l'intégrité du territoire national, et les exhorte à l'observance de la présente recommandation au risque d'être livrés aux sanctions conformément aux textes légaux et réglementaires. Un cadre permanent de collaboration entre l'IGF et la société civile congolaise œuvrant dans le domaine de lutte contre la corruption sera bientôt mis en place. Décision prise par les responsables de l'IGF et les acteurs de ces différentes sociétés civiles. Objectif, traquer tous les prédateurs financiers. Eric Kabamba. Dans le cadre de sa stratégie de faire approprier à tous les Congolais
La lutte contre les antivaleurs déclenchée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'inspection générale de finances s'est réunie lors de cette 7e journée des échanges citoyens avec la société civile congolaise chargée de la lutte contre la corruption pour créer enfin un cadre de concertation et de mutualisation des efforts pour contrer la prédation dans la gestion des affaires publiques. Nous avions trouvé qu'il était important de nous entretenir avec les grands acteurs qui animent la société civile congolaise impliquée dans la lutte contre la corruption pour que nous puissions créer un cadre de concertation pour mutualiser nos efforts afin de repousser ces crimes. Les acteurs actifs de la société civile qui militent contre la corruption en RDC ont tous azimuts adhéré à l'idée de mettre en place ces cadres permanents entre l'IGF et la société civile. Nous venons soutenir l'IGF. Nous les soutenons en tant qu'organisation de la société civile, mais nous avons ressenti tous besoin d'un cadre de concertation. Donc, nous sommes à l'IGF aujourd'hui. Nous considérons que ce n'est pas la première fois. L'IGF a ouvert ses portes à tous les concitoyens parce qu'un franc dépensé par l'État congolais doit être contrôlé. Il faut dire que cette résolution de travailler en collaboration entre l'IGF et les organisations de la société civile est l'une des recommandations de la Convention des Nations Unies en matière de la lutte contre la corruption. Les Quinois saluent à juste titre l'initiative du gouvernement prise par le truchement du ministère de l'économie nationale de subventionner les entreprises pétrolières. Une belle trouvaille qui permet aux Congolais de payer à la pompe 2345 francs congolais pour le litre d'essence au lieu de payer au prix réel, c'est-à-dire 4660 francs congolais pour les litres comme sous d'autres cieux. Ces efforts fournis par le ministre de l'économie nationale intérimaire Nicolas Kazadi visent à maintenir le pouvoir d'achat de la population. Diane Balaka. 660 francs congolais, c'est les prix réels du litre d'essence à la pompe. Le gouvernement met la main à la poche pour que la population ne paye que 2345 francs congolais par litre. Ce miracle est le résultat des efforts fournis par le gouvernement à travers le ministre de l'économie nationale Nicolas Kazadi, qui subventionne le produit pétrolier pour maintenir le pouvoir d'achat de la population. Un réflexe très salué par la rue. L'État a vraiment effort naïe. Nous remercions l'État congolais qui jusque-là nous permet d'acheter le carburant à un bon prix. Sénégal, litre à carburant, c'est 4000 CFA. Sous d'autres cieux, un litre se vend à 4 $, alors que chez nous, en RDC, nous en sommes encore à moins de 2 $. Grâce à l'État, ça a diminué les bisous. C'est de telles initiatives que nous encourageons du côté du gouvernement. À lieu et place d'acheter le litre à 4700 francs congolais, nous l'achetons à 2345 francs, ce qui est bénéfique pour nous. N'eût été cette proactivité du gouvernement, la population congolaise se trouverait dans la même situation de Français, de Belges et autres Congolais d'en face, obligés à payer respectivement un litre d'essence à 2,18 €, soit 4370 francs congolais, 2,20 €, soit 4416 francs congolais. Les travaux de construction des infrastructures de base au Kanlouka n'ont toujours pas démarré. La population riveraine a exproprié et résiste à ce projet. Le bourgmestre de la commune de Ngaliema est descendu sur place pour sensibiliser ses administrés. Rodi Panda. Et le développement du quartier Kanlouka dans la commune d'Ngaliema doit impérativement passer par la réhabilitation de l'avenue Maengue, la seule voie principale qui débouche dans la commune de Selembao. Après le passage du chef de l'État, les travaux doivent démarrer à partir du pont jeté sur la rivière Maluku qui doit être agrandi. La modification de ce pont implique qu'on déloge la population riveraine pour récupérer une partie des habitations avant de procéder à l'expropriation. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a signé un arrêté pour délocaliser le riverain. Le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Dieu merci, Maï Basiluanga, est arrivé sur place pour sensibiliser la population riveraine qui semble faire résistance. Vous devez savoir une chose, s'il n'y a pas des infrastructures de base, il sera difficile qu'il puisse avoir d'autres investissements. Le chef de l'État avait compris ça. Il a dit dans mon mandat, je ne voudrais pas voir Kanlouka être dans une situation de délabrement total. Mais avant d'y arriver, on doit d'abord
voir le problème de ce pont ici. Les gens qui se trouvent tout au long du lit de la rivière, ils doivent comprendre une chose, qu'il y aura une partie de leur parcelle qui va être un peu cédée, empiétée. Les parcelles concernées doivent être indemnisées dès ce vendredi 17 juin. Ce projet est soutenu par la notabilité de Kanlouka. Sarantila, une des notables du quartier, invite la population à accompagner cette faveur du chef de l'État. Nous sommes sous la tutelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et que sa vision des choses n'est pas la même vision que d'autres chefs d'État. Toutes les personnes qui sont touchées, toutes les personnes où on va prendre des maîtres dans leur maison seront récompensées. Le chef de l'État n'est pas venu mettre la population dans une situation inconfortable. Il est plutôt venu pour accompagner la population. L'entreprise qui exécute les travaux ASC, entreprise à Roncefou, évite tout retard pour intervenir. Déjà, le compte à rebours a commencé et les riverains n'ont que 8 jours pour se préparer à la démolition afin de réfectionner cette infrastructure de base. Désiré Ndinga et Jacques Kaboula Katoué en Turquie au sommet de l'agriculture qui a ouvert ses portes hier jeudi en Istanbul. Le ministre de l'Agriculture et le gouverneur de la province de Haut-Katanga représentent la RDC à ses assises consacrées à l'alimentation, à l'élevage et aux industries afin de vaincre l'insécurité alimentaire dans une Afrique continent en pleine explosion démographique. Marc Mangazakalala. Organisé par l'Association internationale des investisseurs en Afrique, ce forum vise la modernisation et l'accroissement de l'agriculture africaine afin de vaincre l'insécurité alimentaire qui guette les continents. Sommet plus que bénéfique pour la République démocratique du Congo avec ses 80 milliards de terres arables et là de quoi offrir aux investisseurs turcs qui se montrent plus qu'intéressés. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga Birionze, participe à ce sommet avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué. Désiré Ndinga n'a pas manqué de présenter les potentialités de la province du Haut-Katanga où le sol est en train de prendre sa revanche sur le sous-sol. La République démocratique du Congo qui m'a mandaté, je ne dirais pas que c'est le plus beau pays au monde, comme l'a dit mon frère sud-africain, mais je crois qu'il y a quelque chose que vous avez vu de très beau dans cette image du Haut-Katanga, et c'est cela l'image de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a des problèmes d'investisseurs, a des problèmes de capitaux, et c'est pourquoi nous sommes là pour faire cet appel. Dans son discours introductif, le président de l'Association internationale des investisseurs en Afrique a circonscrit le bien fondé de ce forum et remercié les différentes délégations venues de l'Afrique et d'ailleurs. Les travaux de ces forums vont se clôturer ce dimanche 19 juin 2022. Parlons santé à présent. L'obésité est un véritable problème de santé publique et sa prise en charge sanitaire en République démocratique du Congo nécessite des moyens conséquents. Pour les patients en surpoids, le centre médical de Kinshasa recourt à la chirurgie bariatrique. Les détails avec Cédric Kenina. On considère qu'une personne est en surpoids lorsque son indice de masse corporelle est supérieur à 25 et qu'elle est obèse lorsque celui-ci est supérieur à 30. L'obésité est un vrai problème de santé publique. Sa prise en charge peut se faire désormais en RDC à travers la chirurgie bariatrique au centre médical de Kinshasa CMK. Pour bien comprendre ce que c'est être obèse, le docteur Raymond Bouzissa, chirurgien viscéral et digestif, responsable de ces services au CMK, en parle. De l'obésité dans ce cas, quand il s'agit d'un indice qui est supérieur ou égal à 30. Donc quand on divise le poids sur la taille au carré, on trouve 30 ou plus de 30. À ce moment-là, on parle de l'obésité. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. La chirurgie reste le traitement le plus efficace contre l'obésité. Pour reconnaître qu'on est obèse en faisant un calcul d'abord simple de votre poids sur votre taille qui est multiplié au carré, il va trouver un indice. Et si cet indice-là est supérieur à 30, il va vous dire effectivement vous êtes obèse, donc vous devez venir, si vous le voulez bien, qu'on puisse vous prendre en charge correctement.
L'on peut soi-même calculer son indice de masse corporelle et une fois que cela s'avère supérieur à 30, le centre médical de Kinshasa est mieux placé pour une prise en charge sanitaire dans les normes. Projet Fatis Santé, qu'est-ce que c'est? Qui en sont les bénéficiaires et que faire pour en bénéficier? Eh bien, la population de la commune de Matete a été sensibilisée autour de ce grand projet par son coordonnateur, Alain Bikaï. Matete a été choisi comme commune pilote du projet Fatis Santé initié par le docteur Joël Moundadi pour appuyer les efforts du chef de l'État dans sa volonté d'offrir la couverture santé universelle à la population. C'est dans cette optique que le conseiller de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au collège santé et bien-être multiplie les rencontres avec toutes les couches sociales de cette commune. Question de les amener à comprendre les bien fondés de ces projets à l'impact social visible et les soutenir. Le jeune regroupé au sein du cerveau des têtes était le premier à être éclairé sur Fatis Santé qui vise l'accès et l'amélioration des soins de santé de qualité à moindre coût aux habitants de Matete, avant de les appeler à soutenir les FARDC engagés au front et son commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi contre l'invasion de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Avec les notables de cette commune, il était question pour ces hauts cadres de l'IDPS de donner le plus ample détail sur ces projets sanitaires et sa vision sur l'entrepreneuriat des jeunes et le développement de leur commune. Et le mot que je peux leur dire, c'est de continuer à appuyer le président de la République. Parce qu'effectivement, c'est grâce à lui que le projet Fatis Santé prend corps. C'est grâce à lui que les partenaires ne cessent de venir auprès de ces grands projets pour effectivement appuyer la commune à aller de l'avant. Retenons que le projet Fatis Santé est déjà implanté dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo et a mobilisé plusieurs bailleurs internationaux pour sa réussite. Il faut des gymnastiques pour qu'un journalier obtienne un numéro matricule à la Société nationale de l'électricité SNEL SA. Certains exercent comme journaliers pendant de nombreuses années. Pourtant, des tests d'admission sont régulièrement organisés au sein de cette entreprise pour qu'enfin soient engagées des personnes extérieures. C'est pas moi qui le dis, ces journaliers expriment leur ras-le-bol à la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda qui a promis de s'y pencher minutieusement. Angèle Mabiala-Landou, Elie Toumba, reportage. National d'électricité depuis plusieurs années. Ils ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans sans être engagés. Mais ils continuent à œuvrer dans l'espoir d'avoir un numéro matricule un jour. Et pourtant, la loi dit qu'on ne peut pas être éternellement journalier. Après 6 mois, le contrat devient à durée indéterminée. En croire leurs déclarations, ce sont eux qui font le gros du travail. Ils sont marginalisés et utilisés abusivement, disent-ils. Ils sont secrétaires de direction, ingénieurs, huissiers et autres. Ils font tout. À l'exemple de ce papa qui a atteint l'âge de la retraite. Il a commencé à être journalier dès l'âge de 18 ans. Une tristesse indescriptible sur les visages. Ses compatriotes ont décidé de soumettre leur desiderata auprès de la ministre d'État en charge du portefeuille pour qu'ils soient engagés et reconnus comme agents SNEL. Nous avons des problèmes sérieux, et surtout en matière de travail, parce que nous travaillons sans un numéro d'affiliation. Le CNCS en sigle de sécurité sociale, ça date dans le temps, ça fait plus de 23 ans. Jusqu'à présent, il n'y a rien comme décision de la part des autorités de la Société nationale de l'électricité. Déjà, les journaliers ne sont pas payés. Quand on travaille, il n'y a pas de documents. Parce que vous allez voir, peut-être dans un service où on devait avoir peut-être 60 agents, mais ils sont peut-être à 4, 5. Tous ceux qui travaillent là-bas, ce sont des journaliers. Même au niveau de la caisse. Même nous, au niveau du secrétariat, on fait un document pour 20 jours. Mais tu vas travailler pendant 26 jours, mais les documents, on te paie moyennant 20 jours. Le mois suivant, tu changes de carte. Tu ne travailles pas avec les mêmes noms. Donc comme ça, après 3 mois, tu peux revenir avec ton vraie identité. La princesse Adel Kaïnda Maïna, qui a prêté oreille à leur doléance, a promis de s'investir à fond pour que ces journaliers trouvent gain de cause. Les voix continuent à s'élever pour dire non au travail des enfants dans des sites miniers. La dernière en date, c'est celle d'une organisation des jeunes qui est montée au créneau pour dire non à cette pratique. Béatrice Chacot.
La RDC est un pays immensément riche en ressources minières. Les mines congolaises emploient de la main-d'œuvre locale. Seulement, voilà certaines mines utilisent des enfants pour leur exploitation. Plusieurs organisations s'insurgent contre l'exploitation des enfants dans les mines, surtout au Kasaï. Le coordonnateur Junior Yalombe condamne cette exploitation des enfants dans les mines. Nous lançons un message fort à toute la population kassaïenne. Donc nous renonçons en disant que, chers parents, nous vous demandons de ne plus envoyer vos enfants dans des mines pour leur exploiter aux travaux forcés. Nous disons non, non et plus jamais à l'exploitation des enfants aux travaux forcés dans les mines. Il a visité plusieurs mines, notamment celles de Kabea Kamanga et de Kambaja dans le Kasaï profond. Kinshasa va accueillir à la fin de l'année en cours la Biennale de la culture de la paix et de la non-violence. Comment réussir ces assises? La commissaire en charge de l'éducation, santé et culture de la CEAC, Yvette Kapinga, en a échangé avec la ministre de la Culture, Catherine Katung-Foura. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katung-Foura, a reçu mercredi dans son cabinet de travail la commissaire en charge de l'éducation, santé et culture à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Yvette Ngandou-Kapinga, accompagnée des responsables d'Afrima All Africa Music Award, également basé à Lagos, au Nigeria, venu échanger avec elle sur un partenariat d'accompagnement et de renforcement de capacité du secteur culturel en prélude à la tenue de la Biennale de la culture de la paix et de la non-violence en Afrique centrale, prévue pour la fin de l'année en cours à Kinshasa, partenaire stratégique de l'Union africaine depuis plus de 10 ans dans la promotion du secteur culturel pour la promotion de la paix. Michael Dads, président et producteur du comité international Afrima, a affirmé que sa plateforme œuvre également pour le renforcement de capacités et une industrie culturelle créative en favorisant toutes les catégories d'artistes, même en herbe et méconnue du grand public. La ministre de la Culture, Catherine Katungu, a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et président en exercice de la CEAC, qui plaçait son mandat à la tête de cette organisation sous-régionale sous le thème l'éducation, la culture et la santé, avant d'accueillir avec enthousiasme ce partenariat à venir qui va permettre non seulement au style musical congolais que la rumba de jouer un rôle dans l'unification des peuples, mais aussi de mettre sous les projecteurs les jeunes artistes congolais méconnus du grand public. La cérémonie de remise de prix a été créée par le comité international Afrima en collaboration avec l'Union africaine pour récompenser et célébrer les œuvres musicales et la créativité sur les continents africains tout en promouvant le patrimoine culturel africain. Sa première cérémonie de remise de prix a eu lieu en 2014. C'est par cette note culturelle que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Bunagana et à Kisangani et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur l'air.